OpenAI, le géant de l'intelligence artificielle, valorisé à 340 milliards de dollars, serait-il en train de perdre sa couronne? Depuis quelques semaines, j'analyse les retours sur ChatGPT 4.5 et ce que j'ai découvert est assez troublant. Un modèle qui à la base devait révolutionner l'IA, du nom de code Orion, et bien potentiellement rebaptisé de ChatGPT 5 à ChatGPT 4.5. Pour une raison que les initiés commencent à comprendre. Bonjour à tous. Entre les critiques d'experts comme Gary Marcus, la fuite des partenaires industriels de OpenAI qui vont maintenant vers des solutions open source et les hallucinations assez inquiétantes en fait de leur dernier modèle de Deep Research, eh bien les signaux sont très nombreux. Le paradigme du plus c'est grand, plus c'est intelligent, eh bien semble avoir atteint ses limites, comme l'a récemment suggéré Ilya Sutskever, lui-même en fait, un des pères fondateurs de l'IA. Aujourd'hui dans cette analyse, je vais décortiquer ce qu'il se passe réellement derrière les portes de OpenAI. Vous allez voir pourquoi est-ce que ce modèle tant attendu pourrait être en fait une déception assez coûteuse et surtout ce que cela signifie pour l'avenir de l'industrie de l'IA. Alors OpenAI est-il vraiment en difficulté? Vous allez tout comprendre aujourd'hui. Juste, je tiens à vous dire que si vous aimez la vidéo au cours de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner. Ici on sort ce genre d'actu technologique tous les jours, de l'IA à la robotique à la médecine, etc. Donc si vous ne voulez rien perdre, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, vous trouverez tous les liens en dessous. Allez, on y va. Alors je vous le disais donc, OpenAI pourrait être en difficulté, et cela est lié à leur dernier modèle le plus récent, donc ChatGPT 4.5. Personnellement, je trouve que c'est un modèle un peu vide, sans réelle avancée. Dernièrement, j'ai essayé de lui envoyer quelques prompts, mais il semble tout louper à chaque fois. Est-ce que OpenAI est en train de plonger petit à petit vers le précipice? Eh bien regardez, un des articles récents que j'ai découvert, publié par Futurisme, affirme qu'OpenAI aurait vraiment raté ce coche-là. L'article nous dit que l'engouement s'estompe, faisant référence donc au fait que ChatGPT 4.5 était censé être un modèle frontière. Donc ce sont ces modèles qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Si vous voulez mon avis, je pense que le marketing autour de ce modèle eh bien, ne lui a pas rendu justice. Une des choses qu'ils ont faites en permanence, OpenAI donc, c'est d'affirmer que ce modèle-là, le 4.5, c'était le plus grand érudit des modèles de ce jour, qu'il gérerait toutes les attentes en prévenant qu'il s'agit d'un modèle de pointe. J'avais moi-même fait une vidéo suite à la sortie de leur vidéo marketing où ils annonçaient le modèle et ils nous montraient des exemples, etc. Alors je pense que oui, il y a eu définitivement des problèmes de marketing, comme je le disais. Car en fait, ils essaient d'avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas l'appeler le plus grand et le plus érudit des modèles tout en déclarant qu'il ne sera pas le meilleur, vous voyez ce que je veux dire? Dans cet article, ils disent également que OpenAI a raté cette sortie car, probablement, parce que l'entreprise savait quelle serait la réaction du public. Et c'est là qu'ils font également référence aux critiques de l'IA Gary Marcus, qui qualifie les LLM de rien de spécial. Même un expert anonyme aurait confié à Ars Technica que le modèle serait un citron. Donc il dit « Il me semble que ce modèle tant vanté manque sérieusement de jus », qui a fait du ChatGPT original ou de son successeur ChatGPT 4 d'énormes références culturelles et financières. Alors je ne pense pas que dans une perspective plus large que ce soit un si gros problème en fait, car je sais exactement ce que OpenAI essaie de faire et j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais vous l'aurez compris, globalement, ça ne donne pas du tout une bonne image vue de l'extérieur de OpenAI. Car en fait, c'est comme s'ils avaient fait monter l'engouement pour des nouveaux modèles. Donc, ils ont ensuite sorti ChatGPT 4.5 et la réaction du public était très mauvaise, a été assez mauvaise. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais déjà parlé de certains articles de Wall Street Journal et même de Boomerang, où ils nous avaient donné des informations concernant des fuites de ce modèle-là Orion, donc dont on a appris qu'en fait c'était ChatGPT 4.5. Ils disaient même la chose suivante, regardez, le projet appelé ChatGPT 5, nom de code Orion, était en développement depuis plus de 18 mois et devait être une avancée majeure dans la technologie qui alimente ChatGPT. Le partenaire investisseur le plus proche, Microsoft, s'attendait à voir le modèle vers mi-2024. Et je me souviens qu'à l'époque, Orion avait fait beaucoup parler de lui. Et bien maintenant, apparemment, si on lit cet article, OpenAI a effectué au moins 2 grandes sessions d'entraînement. Chacune impliquait des mois de traitement d'énormes quantités de données dans le but de créer une IA plus intelligente à chaque fois, mais de nouveaux problèmes surgissaient et le logiciel n'atteignait pas du tout les résultats espérés par les chercheurs. Et a priori, c'est ce que disent les personnes qui étaient proches du projet. Au mieux, Orion fonctionne mieux que les modèles actuels d'OpenAI, mais n'a pas suffisamment progressé pour justifier le coût énorme du maintien du nouveau modèle en fonctionnement. Et si vous voulez mon avis, je trouve ça assez fou parce que nous sommes dans une situation où apparemment, dans cet article donc sur ChatGPT 5,
On dit que ce modèle était en fait censé être ChatGPT 5 et c'est là que tout change. Donc ils se seraient vautrés et ils ont changé le nom de ChatGPT 5 à ChatGPT 4.5 puisqu'apparemment ils n'atteignaient tout simplement pas les attentes espérées. Car effectivement, il faut bien se rappeler que ChatGPT 4.5 était nommé selon le nom de code Orion a priori. Et apparemment, c'était exactement ce qu'il disait à propos de ChatGPT 5. Je me souviens très bien de la vidéo que j'ai faite sur Orion. OpenAI nous promettait donc une révolution avec leur modèle interne. Sam Altman avait fait plein d'interviews où il disait que le saut entre ChatGPT 4 et ChatGPT 5 aurait été aussi énorme que celui entre ChatGPT 2 et ChatGPT 3 et ChatGPT 4. Pour finalement se retrouver avec un ChatGPT 5 qui était probablement donc une déception donc en termes de rapport à leur attente. Et ils ont dû se dire, eh bien, puisque ce n'est pas si impressionnant que ça finalement en termes de performance que nous espérions, eh bien nous devrions probablement appeler ce modèle juste ChatGPT 4.5. Donc pour les investisseurs de OpenAI, oui, c'est un gros deal ce qu'il vient de se passer. Et en plus, il est vraiment très coûteux à faire fonctionner. Si vous avez regardé un petit peu les prix de l'API de ChatGPT 4.5, c'est démesuré, c'est démentiel en fait, c'est complètement vertigineux. À mon avis, c'est pas du tout une bonne stratégie, sachant qu'en plus, il n'est pas terrible. Alors attention, c'est un bon modèle, mais franchement, je ne pense pas qu'il vaille vraiment les 200 $ par mois qu'ils veulent vous faire payer pour pouvoir l'utiliser, même si, bon, récemment, ils ont été obligés de l'ouvrir aux personnes ayant le plan plus, donc juste, tout en le limitant en requêtes. Donc, au jour où je fais la vidéo, nous pouvons envoyer à peu près 30 requêtes par jour ou par semaine. En fait, c'est pas clair, ils ne nous disent pas exactement combien on peut envoyer. Sans parler du prix exorbitant de l'API, où je vois pas l'intérêt du tout de l'utiliser comparé aux autres. Alors oui, bien sûr, voilà, c'est probablement le premier grand échec d'OpenAI. Et Gary Marcus a effectivement retweeté cela en disant, je cite, « C'est une grande surprise uniquement pour vous et le nombre d'autres fans d'OpenAI qui ont refusé de m'écouter quand j'expliquais patiemment et sans relâche que cela arriverait exactement. Pour le reste d'entre nous, c'était inévitable. » Il dit que, même ainsi, ils n'offrent aucun avantage décisif par rapport à la concurrence. Ce qui signifie qu'ils n'ont aucun moat. Donc on pourrait traduire cela par avantage concurrentiel durable en français. Si vous voulez mon avis sur le plan de la marque, eh bien c'est effectivement assez vrai. La mise à l'échelle ne les a pas amenés à l'AGI. Et je pense également que c'est vrai, mais en même temps, personne n'a encore atteint l'AGI. Et je pense que l'AGI viendra plus tard dans tous les cas. Et certains se demandent même si cela est dû à la guerre entre DeepMind, DeepSeek et Microsoft qui a conduit les prix en fait à chuter. On voit encore ici un exemple des ricochets en fait produits par la sortie de DeepSeek R1. Ça fait plusieurs mois, la bourse s'est effondrée lors de sa sortie, mais même encore aujourd'hui, on voit les effets en fait de cette sortie-là, puisque ça a complètement changé la stratégie de OpenAI, et ça a donc conduit à l'échec de ChatGPT 5. On vient de voir Gary Marcus, mais bien sûr, j'aimerais toujours ajouter cette mise en garde. Il est un des critiques les plus connus dans l'industrie de l'IA. Et il est certainement critique sur beaucoup de choses qui, selon moi, ne sont pas du tout justifiées parfois. Mais je voulais juste ajouter cela parce qu'il me semble important de comprendre les différents points de vue dans ce domaine-là. Et c'est ce que j'essaye de vous apporter, c'est de vous apporter tous les points de vue. Alors, OpenAI est valorisé à 340 milliards $. Et je pense qu'une valorisation de 340 milliards $ est assez difficile à justifier en fait quand vous perdez environ 5 milliards $ par an, qui est ce que perd OpenAI tous les ans. C'est ce qu'ils ont perdu en 2024. Alors pour mes amis qui connaissent la bourse, vous savez que là les fondamentaux ne sont pas du tout là. Une entreprise qui perd de l'argent tous les ans et qui voit sa valorisation croître n'est pas tout à fait logique si vous voulez mon avis. Et c'est là que l'on voit que certains partenaires industriels en fait quittent OpenAI tout simplement parce qu'ils peuvent désormais en fait utiliser d'autres modèles open source et moins chers. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit que OpenAI n'a plus l'avantage concurrentiel défendable en fait, c'est qu'ils commencent à perdre leurs partenaires industriels et commerciaux. En fait, si quelqu'un peut proposer une IA au même prix ou moins cher, eh bien les personnes qui travaillent avec vous iraient travailler avec d'autres entreprises capables de faire la même chose moins cher. Ce qui est assez logique d'un point de vue du marché. Et récemment, on a même eu cette confirmation-là quand Figure, donc une entreprise qui fait des robots humanoïdes, est intimement liée à OpenAI. Ils avaient des grands accords commerciaux entre eux. OpenAI a beaucoup investi dans Figure. Eh bien, ils ont récemment résilié leur accord avec OpenAI parce qu'ils ont fait une percée en interne et qu'ils utilisent maintenant leur propre modèle d'IA pour alimenter leurs robots. J'avais fait une vidéo au sujet de leur robot Helix où j'explique exactement cela. Mais si Figure rompt le contrat avec OpenAI, c'est un gros deal. J'ai même récemment vu que Microsoft était en train de se distancier un petit peu de OpenAI également. Donc on va voir comment évolue tout cela. Mais ça, c'est un gros signe. Maintenant, si on doit parler d'autre chose, il faut aussi aborder les hallucinations de Deep Research. Car c'est un autre grand aspect qui met OpenAI dans une position très délicate.
Et attention, cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pas une attaque contre OpenAI juste pour les descendre en fait, hein. Mais c'est plutôt une critique de certains aspects et des interrogations que je me pose. Est-ce que OpenAI est-il vraiment en difficulté? Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer d'analyser ici. Alors vous le savez, mais Deep Research, c'est l'outil phare de OpenAI dont on a entendu beaucoup parler. Les gens disent beaucoup de bien de cet outil. Et pour avoir pu l'essayer, effectivement, c'est un outil incroyable. Mais qui, dans certains cas, en fait, me fait me demander à quoi bon utiliser cet outil à plus de 200 € par mois si il fait cela. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Regardez cette personne, elle a dit que c'est la pire hallucination qu'elle ait vue d'un LLM de pointe depuis longtemps. Et attention, encore une fois, je pense que ça c'est vrai pour tous les LLM, pour tous les modèles d'IA, pas seulement pour OpenAI. C'est un problème qui touche tous les outils de recherche. Mais il se trouve que Deep Research, c'est le point central de vente en fait d'OpenAI. C'est pour ça qu'on en parle ici. Alors regardez, je lis, Deep Research a inventé un tas de statistiques et d'analyses en prétendant compiler un ensemble de données de milliers d'articles et soi-disant collecter des informations biographiques de chaque auteur provenant de sources réputées. Rien de tout cela n'est vrai. Et si vous voulez mon avis, c'est extrêmement dangereux d'avoir un outil de recherche comme ça qui produit des hallucinations. En fait, à quoi bon avoir un outil de recherche qui fait recherche pour vous si vous devez vous-même ensuite aller confirmer chacune de ces sources et si elles sont légitimes ou pas? Autant faire la recherche vous-même depuis le début. Alors bien sûr, ça peut quand même vous faire gagner du temps, mais l'objectif n'est-il pas d'avoir tout de vérifié et solidifié pour pouvoir dire ok, j'ai ce rapport de recherche, je n'ai qu'à le parcourir rapidement pour avoir des informations que je cherche. C'est quand même ça le but final. Alors comme je l'ai dit, ce problème concerne tous les outils de recherche profonde. Donc il faut encore faire un petit peu attention lorsqu'on utilise un outil de recherche profonde. Mais bien sûr, tout cela va s'améliorer avec le temps. Là, nous en sommes qu'à la première version. Et regardez, les choses semblent vraiment évoluer. C'est Ilya Sutskever qui le dit lui-même. Je cite, « Le pré-entraînement tel que nous le connaissons va prendre fin. » Alors bien sûr, la puissance de calcul augmente, mais les données n'augmentent pas au même rythme. Il y aura donc de nouvelles innovations de ce côté-là. Et c'est là où je suis assez optimiste. Le fait que ces modèles plus grands, là, ne produisent pas un meilleur résultat ou un meilleur raisonnement en tout cas, signifie qu'en fait le vrai travail avec l'IA commence maintenant. Les solutions faciles ont disparu. Avant, il suffisait juste de augmenter la puissance de calcul, augmenter les données, on lui donne, hop, on obtient une IA plus intelligente. Eh bien ça, c'est fini. Il ne suffit plus d'avoir un modèle plus grand pour avoir un modèle plus intelligent. Maintenant, il va falloir réfléchir à des nouvelles approches innovantes. Si vous suivez la chaîne, je pense que vous avez vu récemment que nous avons analysé quelques papiers scientifiques de chercheurs qui essayent des nouvelles méthodes en fait pour optimiser les IA et les rendre plus intelligentes sans forcément les rendre plus grandes. À ce sujet, j'ai récemment couvert 2 innovations intéressantes en fait. Par exemple, la chaîne d'Ekis ou la chaîne de brouillon, je ne sais pas trop comment l'appeler, et même le LLM diffusion. Donc ça, si ça vous intéresse, vous trouverez les liens en description. D'ailleurs, en parlant d'innovation et de nouvelles approches en IA, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment est-ce qu'ils peuvent rester à jour de ces évolutions rapides. Et c'est justement pour ça que j'ai développé quelque chose de spécial. Je vous propose une formation complète sur l'écosystème de l'IA actuel, Claude, Grok, ChatGPT, Gemini et bien d'autres. Alors ce n'est pas une formation purement théorique, mais c'est une approche en fait plus pratique et qui vous montre comment exploiter ces modèles de raisonnement pour automatiser vos tâches complexes dans votre vie quotidienne ou même votre travail par exemple. C'est ultra pratique et surtout pas cher. Je vous montre exactement comment exploiter ces modèles de raisonnement. D'ailleurs, je reçois beaucoup de questions qui me demandent pourquoi est-ce que le prix est si bas. Eh bien, je le dis souvent, mais je le répète ici, c'est car je veux que vous puissiez vous former à l'IA sans débourser des centaines, voire des milliers d'euros. Il y a beaucoup trop de formations qui sont surenchéries alors que cette connaissance devrait être abordable. Notre communauté compte déjà plus de 800 membres et les retours sont franchement stupéfiants, donc merci. Voilà pourquoi je continue à vouloir maintenir ce prix abordable. C'est grâce au retour des centaines et centaines d'élèves. Donc voilà, je le répète, si vous avez toujours voulu maîtriser l'IA pour automatiser vos processus, générer des revenus complémentaires ou simplement rester à la pointe de la technologie et de l'évolution technologique, eh bien c'est le moment ou jamais. Car soyons honnêtes, dans quelques mois, ceux qui sauront exploiter ces modèles de raisonnement-là hybrides, comme ChatGPT 4.5 par exemple, eh bien, auront un avantage concurrentiel décisif sur tous les autres. Vous trouverez tous les liens dans les commentaires épinglés sous la vidéo, alors ne ratez pas cette opportunité, c'est exactement le genre d'événement, le genre d'opportunité qui ne se présente qu'une. Alors maintenant, revenons à notre analyse et rapidement pour finir, regardez. Eh bien, sachez que je ne suis pas totalement pessimiste concernant OpenAI encore.
Je pense toujours que cette entreprise en fait fait des choses incroyables et qu'elle va continuer à bien se porter. Notamment en fait parce que actuellement il se concentre surtout sur l'Asie, que j'expliquerai dans une autre vidéo, mais en fait c'est le stade encore suivant de l'IA et je pense que OpenAI en fait est bien positionné par rapport à cela. Dans tous les cas, j'aimerais connaître vos pensées, vos théories sur ce qu'il s'est passé ici avec 4.5, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour mon avis, eh bien, je dirais que d'abord, c'est un modèle de base, donc que nous pouvons entraîner ensuite. Deuxièmement, ce n'est pas un modèle axé sur le raisonnement, comme pourrait être O1 ou O3. C'est un modèle fondation, donc nous pourrions l'entraîner pour devenir comme O3. Et troisièmement, eh bien, l'ancien paradigme, celui que nous quittons progressivement, eh bien, a donné naissance à un nouveau paradigme qui est maintenant le raisonnement en temps réel et le calcul en temps réel. Domaine dans lequel il reste beaucoup de choses inexploré et qui va être passionnant à regarder. Donc oui, je dirais qu'OpenAI a encore beaucoup de marge de progression car ce sont eux qui ont toujours innové dans ce domaine-là et je pense qu'ils ont encore un coup à jouer grâce à leur connexion, à leur partenariat immense. C'est juste que maintenant, il y a de la concurrence alors qu'ils n'en ont jamais eu, donc ils vont devoir s'adapter. Ça va être assez intéressant de voir ce qu'il se passe avec les autres entreprises. Et sur ce, n'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens de la formation en commentaire épinglé sous la vidéo. Ne ratez pas cette occasion, c'est maintenant qu'il faut apprendre les bases de l'IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.